Personne, ce matin-là, n'aurait pu imaginer que la femme invisible du 20e étage était en réalité celle qui détenait le plus grand pouvoir dans l'immeuble. « Sors immédiatement, le directeur arrive !» La voix de Virginie fendit l'air comme une lame. Les conversations cessèrent, les claviers ralentirent et quelques têtes se tournèrent vers Élise Roussel. Elle resta immobile, près du grand bureau en verre qu'elle était en train d'essuyer. Ah, ses doigts se refermèrent un peu plus fort sur la serpillière humide. L'odeur du produit nettoyant se mêlait au parfum coûteux des cadres déjà présents. Une femme de ménage comme toi ne peut pas rester ici quand le patron arrive. Les mots furent suivis de ricanements étouffés. Marc, jeune manager au costume parfaitement ajusté, croisa les bras avec un sourire en coin. Ces gens doivent rester dans les sous-sols, pas là où se prennent les décisions importantes. Élise baissa les yeux. Elle avait appris à ne pas répondre. Répondre, c'était risquer son emploi. Et son emploi, c'était les cahiers de Chloé, son manteau d'hiver, le loyer du mois prochain. Il était 8h25. Dans 5 minutes, le directeur devait arriver pour la réunion la plus importante de l'année. Les écrans affichaient des graphiques complexes, les téléphones vibraient sans arrêt, l'atmosphère était électrique. Pourtant, pour Élise, le monde semblait se réduire à ses mains tremblantes et à la brûlure dans sa poitrine. 6 mois plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver là. Chaque matin, son réveil sonnait à 4h15. Elle se levait sans bruit pour ne pas réveiller Chloé, préparait un chocolat chaud qu'elle laissait dans un thermos, puis sortait dans la nuit froide. Paris, à cette heure-là, était silencieuse, presque fragile. Elle traversait les rues encore humides et apprenait le premier métro, observait les reflets fatigués dans les vitres. Personne ne faisait attention à elle. Dans son sac en plastique, un sandwich préparé la veille et une pomme soigneusement enveloppée. Elle économisait le moindre euro. Personne dans ces bureaux lumineux de la Défense ne savait qu'Élise avait autrefois dirigé une entreprise florissante. City Style, 200 employés, 3 boutiques à Paris, 2 à Lyon. Elle connaissait les chiffres, les fournisseurs, les stratégies marketing. Elle avait négocié des contrats internationaux. Elle avait pris des décisions qui faisaient vivre des familles entières. Puis il y avait eu son mari, les investissements risqués, les signatures précipitées, les dettes accumulées en silence, les documents qu'elle avait découverts trop tard, la faillite, les procès, les créanciers. Et enfin, le départ brutal de l'homme qu'elle avait aimé, la laissant seule avec les dettes et une enfant qui demandait simplement « Maman, tout va bien ?» Elle n'avait jamais répondu « Non ». « Tu as entendu ce que j'ai dit ?» Virginie s'approcha davantage, ses talons claquant sur le sol brillant. Son tailleur beige impeccable contrastait violemment avec la tenue grise et froissée d'Élise. « Monsieur Delacroix ne peut pas te voir ici avec cette tenue ridicule. Ridicule. » Le mot resta suspendu dans l'air. Élise sentit ses joues chauffer. Elle aurait voulu disparaître. Elle aurait voulu que le sol s'ouvre sous ses pieds. Mais elle pensa à Chloé. La veille au soir, sa fille lui avait montré la liste des livres scolaires à acheter. Élise avait souri, promettant que tout serait réglé bientôt. Elle avait calculé mentalement ses heures supplémentaires. « Je finis juste ce bureau et je m'en vais », murmura-t-elle. Ah, sa voix était si basse qu'elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre. « Non !» s'exclama Virginie en frappant du poing sur la table. « Tu pars immédiatement. Monsieur Delacroix ne doit pas voir ce spectacle. » Spectacle, comme si elle était une tâche qu'il fallait effacer. Autour d'elle, certains employés évitaient son regard. D'autres observaient la scène avec une curiosité malsaine. Personne ne prenait sa défense. Pas une seule voix. Ah, Élise sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était plus profond. Une fatigue ancienne, une accumulation de silence avalé. Elle se redressa légèrement, pas par défi, par dignité. C'est à ce moment précis que l'ascenseur émit un léger signal métallique. Les portes s'ouvrirent avec lenteur. Un homme entra, costume sombre parfaitement repassé, regard attentif, démarche assurée. L'atmosphère changea instantanément. Les employés se levèrent presque mécaniquement, ajustant leurs vestes, lissant leurs cheveux, forçant des sourires professionnels. « Bonjour, monsieur Delacroix », lança Virginie d'un ton soudainement sucré. L'homme ne répondit pas immédiatement. Son regard parcourut la pièce. Il observa les écrans, les visages tendus, puis s'arrêta sur Élise.
Elle était toujours là, serrant sa serpillière comme une bouée de sauvetage. Ses yeux étaient brillants, mais elle refusait de pleurer. Il regarda ensuite les autres, leur posture rigide, le malaise palpable. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il calmement. Marc répondit rapidement. « Rien d'important, monsieur. Juste une femme de ménage qui ne savait pas où elle devait être. Une femme de ménage, pas un prénom, pas une personne. » Élise leva les yeux pour la première fois. Leurs regards se croisèrent, et dans celui de l'homme, il n'y avait ni agacement ni supériorité. Il y avait de l'attention, une attention réelle. Et pour la première fois depuis longtemps, Élise eut l'étrange sensation de ne plus être invisible. Le silence s'installa dans l'open space. Monsieur Delacroix ne quittait pas Élise des yeux. Il semblait analyser bien plus que la scène apparente. Il observait les postures, les visages, les micro-expressions. Virginie tenta de reprendre le contrôle. « Nous préparions simplement la salle pour votre réunion, monsieur. » Delacroix inclina légèrement la tête. « Je vois. » Son regard se posa sur la serpillière, sur les mains tremblantes d'Élise, puis sur Marc, dont le sourire confiant commençait à se fissurer. « Madame, pourriez-vous m'accompagner dans mon bureau ?» Cette fois, sa voix n'était pas une suggestion. C'était une décision. Les chuchotements commencèrent immédiatement lorsque la porte du bureau se referma derrière eux. À l'intérieur, la vue panoramique sur la Défense baignait la pièce d'une lumière froide. Élise resta debout quelques secondes, hésitante, comme si elle n'était pas certaine d'avoir le droit de s'asseoir sur un fauteuil en cuir aussi impeccable. « Asseyez-vous, Madame Roussel. » Elle sursauta. « Vous connaissez mon nom ?» Il esquissa un léger sourire. « Je connais bien plus que cela. » Il ouvrit un dossier épais posé sur le bureau. Des documents officiels, des relevés juridiques, des décisions de justice. Avant de venir ici, j'ai étudié attentivement votre parcours. Élise sentit son cœur accélérer. Une peur ancienne refit surface. Les dettes, les procédures, les humiliations publiques après la faillite. Si j'ai un problème administratif, je peux expliquer. Vous n'avez rien à expliquer. Sa voix était ferme mais bienveillante. Il se leva et fit quelques pas vers la baie vitrée. Élise Roussel, fondatrice et directrice de City Style, croissance annuelle de 18% pendant 5 ans. Expansion stratégique maîtrisée, 200 employés. Elle ferma les yeux. Ces chiffres lui appartenaient autrefois. Ils semblaient aujourd'hui appartenir à une autre vie. Votre entreprise ne s'est pas effondrée par incompétence, continua-t-il. Elle a été vidée de ses ressources par fraude et manipulation financière. La justice l'a officiellement reconnue il y a 2 mois. Élise ouvrit brusquement les yeux. Comment ? Votre avocat a travaillé en silence. Les actifs détournés ont été récupérés, les intérêts, les compensations, tout a été regroupé dans une structure légale. Il se tourna vers elle. Cette structure a acquis Innovation and Strategy. Le monde sembla ralentir. Je ne comprends pas. Vous êtes la bénéficiaire unique de cette structure. Autrement dit, vous êtes propriétaire de cette entreprise. Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. « Si. Et avant que le transfert officiel ne soit rendu public, nous devions observer la culture interne de l'entreprise, voir comment les employés traitent ceux qu'ils considèrent comme insignifiants. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ce que j'ai vu ce matin est extrêmement révélateur. » Élise sentit ses jambes trembler. Propriétaire. Le mot résonnait sans parvenir à s'ancrer. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ? Parce que la véritable mesure du leadership n'apparaît pas lorsqu'on porte un titre, mais lorsqu'on n'en porte aucun. Elle resta silencieuse de longues secondes. Les images des 6 derniers mois défilaient dans son esprit. Les regards méprisants, les silences blessants, les petites humiliations quotidiennes. Alors, il travaille pour moi ? Oui. Un mélange d'émotions la submergea. Colère, tristesse, soulagement, force. Nous allons retourner dans l'open space, dit Delacroix calmement, et vous allez décider du type d'entreprise que vous souhaitez diriger. Lorsqu'ils sortirent, tous les employés se turent immédiatement. Virginie força un sourire. Nous pouvons commencer la réunion, monsieur. Delacroix s'avança au centre. Elle a déjà commencé. Son regard parcourut l'assemblée. J'aimerais que vous me racontiez exactement comment vous avez traité cet employé. Marc parla de discipline. Virginie évoqua la hiérarchie. Les mots étaient soigneusement choisis.
Puis Delacroix déclara distinctement « Permettez-moi de vous présenter officiellement Élise Roussel, propriétaire à 100% de cette entreprise. » Le choc fut visible. Le sang quitta les visages. Les épaules s'affaissèrent. Élise s'avança lentement. Cette fois, elle ne baissait plus les yeux. « Oui, pendant 6 mois, j'ai nettoyé vos bureaux. J'ai entendu vos remarques. J'ai vu vos regards. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids de la vérité. Le plus douloureux n'a pas été le travail. Le plus douloureux a été de découvrir ce que certains deviennent lorsqu'une personne ne compte pas. Virginie s'effondra en excuses. Marc tenta de se justifier. Élise leva la main pour les interrompre. « Je pourrais vous licencier immédiatement. Ce serait simple. » Elle marqua une pause. « Mais je veux construire quelque chose de différent. » Les employés levèrent timidement les yeux. Pendant les 6 prochains mois, chacun d'entre vous travaillera 2 heures par jour dans les services essentiels. Nettoyage, sécurité, maintenance. Vous apprendrez le respect par l'expérience. Un murmure parcourut la salle. Si vous refusez, vous serez libre de partir. Aucun ne parla. Les mois suivants transformèrent profondément l'entreprise. Les cadres découvrirent la fatigue physique du travail invisible. Ils apprirent à saluer, à remercier, à regarder dans les yeux. Les tensions diminuèrent. La productivité augmenta paradoxalement. Le climat devint plus humain. Dans son nouveau bureau, Élise garda sa vieille tenue grise accrochée derrière la porte. Non comme un souvenir de honte, mais comme un rappel. Sur son bureau, la photo de Chloé souriante représentait sa véritable victoire. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, Élise observa la ville et murmura « La dignité n'est jamais perdue. Elle attend simplement le moment de se relever. » Elle avait compris que le vrai pouvoir ne réside ni dans l'argent ni dans les titres, mais dans la capacité à traiter chaque être humain avec respect, quel que soit son rôle. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que derrière chaque uniforme se cache une histoire que nous ignorons, alors prenez un instant pour soutenir ce message. Abonnez-vous, laissez un like, partagez cette histoire et écrivez en commentaire ce que vous en retenez. Parce qu'une simple prise de conscience peut changer une entreprise, et parfois changer une vie. La plus grande leçon d'Élise est simple. Ne méprisez jamais quelqu'un pour sa position actuelle. Vous ne connaissez ni son passé, ni son avenir, et la dignité humaine mérite toujours le respect.